Donc, Quiz. je vous propose un petit quiz d'entrée, juste pour repositionner un petit peu le sujet et la problématique de la carence en micronutriments. Alors, à votre avis, la faim cachée désigne une malnutrition énergétique sévère, visible, une carence en protéines exclusivement, une ou plusieurs carences en micronutriments sans signe clinique évident, une malnutrition uniquement chez l'adulte, ou là un état nutritionnel normal à l'examen clinique mais avec carence biologique. CE. Ah, vous n'avez pas besoin de ce contrôle. Alors, ensuite, parmi les micronutriments souvent impliqués dans la faim cachée, à votre avis, est-ce le fer, la l'iode, la vitamine D, la vitamine A ou la vitamine K? كل شيء Sans l'iode. Vitamine K. La vitamine C, je pense. La vitamine K. La vitamine K, elle n'a pas, on va dire, santé publique. Bon, la supplémentation est universelle, certes, dans les maternités, ce n'est pas ce qui pose de problème de carence en micronutriments. Alors, les conséquences de la faim cachée selon vous chez l'enfant comprennent un développement cognitif réduit, une vulnérabilité accrue aux infections, un retard staturo-pondéral, des troubles de comportement alimentaire, il y a une baisse des performances scolaires. Plusieurs réponses sont possibles. A, B, C, سلة كل شيء الآخر En fait, il n'y a pas des troubles de comportement alimentaire. Il fait pas partie, on va dire, des conséquences, on va dire, de la faim cachée. Le retard, ça existe. Les carences motrices prolongent, ils peuvent aussi impacter la croissance staturo-pondérale. Alors, pour la carence martiale, là aussi, c'est juste pour repréciser certains éléments. Au cours d'une anémie par carence martiale non traitée, on retrouve une hypochromie, une diminution du coefficient de saturation de la sidérophilie, une augmentation des réticulocytes, une hyperbilirubinémie libre, une augmentation de la transférine. L'hypochromie, la diminution du coefficient de saturation et puis l'augmentation aussi de la transférine en réaction à la carence martiale. Et donc, lors d'une anémie par carence martiale, on retrouve une diminution du fer sérique, de la ferritine sanguine, de la transférine, de la capacité totale de fixation de la sidérophilie, du coefficient de saturation de la transférine. ABB. C'est des choses qu'on demande, c'est vrai, assez souvent, mais ce qui compte peut-être le plus, c'est la ferritine. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut demander devant une suspicion de carence martiale. Les situations suivantes inhibent l'absorption du fer, vous connaissez aussi, la consommation du thé, du café, la prise de vitamine C, voilà, l'ingestion d'argile, et puis la consommation de fruits, elle favorise l'absorption du fer. Une anémie microcytaire avec fer sérique plutôt élevé. Alors, il peut être lié à un saturnisme, intoxication du plomb. Normalement, qu'il faut le fer sérique normal, non le saturnisme aussi. Alors, une thalassémie, Oui. on est souvent amené à demander une électrophorèse pour des anémies avec fer ou de ferritine. Une carence martiale en cours de traitement. Ça dépend de quel mesure de l'enfant finalement. Une carence en vitamine B6, un syndrome myélodysplasique, normalement oui, notamment les céluloblasmoses. Vous avez la thalassémie et le syndrome myélodysplasique. Alors pour la carence en vitamine D, peut entraîner un rachitisme carentiel, bien sûr, une hypocalcémie, hyper ou la hypophosphatémie. La carence en vitamine D. Un retard de croissance,
Il y a normalement l'hypophosphatémie. Hyperparathyroïdie va entraîner justement une diminution d'absorption des phosphates. Et puis parmi les signes biologiques suivants, lesquels sont fréquemment associés à une carence en vitamine D, bon, c'est la suite de tout à l'heure. La carence stellaire, elle s'accompagne d'une hypercalcémie, non, hypophosphatémie, augmentation de la PPH, l'hypocalcémie, bien sûr, augmentation de la phosphatase. Je pense la dernière ou l'avant-dernière question. Parmi les signes cliniques suivants, lesquels sont évocateurs de carence en vitamine A, l'hyméralopie, on appelle aussi la cécité nocturne, donc la xérophthalmie, la sécheresse oculaire, la kératomalacie, en fait, l'atteinte de la cornée. Donc c'est possible, donc l'ictère non, et les taches de Villon, c'est des dépôts blanchâtres qu'on retrouve sur la conjonctive. C'est assez typique de la carence en vitamine A, notamment les carences sévères. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est finalement cette faim cachée? Vous l'avez certainement deviné. C'est généralement quand on a des enfants qui ont un apport calorique qui est relativement correct. Et avec ça, ils ont des carences en micronutriments qu'on peut retrouver sur le plan biologique ou là qui sont en train de développer, qui sont en train de se manifester, on va dire, cliniquement. C'est-à-dire qu'ils ont souvent des apports caloriques qui répondent un petit peu à leurs besoins, et les apports en micronutriments sont relativement bas. D'accord? Donc, se réfère finalement à la carence en micronutriments, tels que les vitamines et les minéraux. Il survient malgré un apport calorique suffisant. D'accord? Elle peut entraîner des problèmes de santé majeurs. Elle est souvent invisible car elle ne provoque pas immédiatement de symptômes clairs. Alors, il y aurait dans le monde plus de 2 milliards de personnes qui souffrent de la carence, de la faim cachée, de la carence en micronutriments. C'est énorme. Et ça, en fait, serait lié à la qualité de la culture, en fait, des différents produits, on va dire, qu'on consomme au quotidien. Donc, il y a l'appauvrissement aussi des sols en micronutriments qui pourrait expliquer en grande partie cette tendance ascendante, on va dire, de la faim cachée. Alors, les groupes à risque, c'est essentiellement les enfants, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Alors, une idée juste pour rappeler la prévalence, on va dire, mondiale de la carence martiale. Alors, pour le faire, elle affecte environ 30% de la population mondiale. C'est variable d'une région à une autre, avec une prévalence élevée chez les enfants d'âge scolaire. Pour le zinc, il touche environ 17% de la population mondiale, l'iode 30% des enfants d'âge scolaire. Pour la carence en vitamine A, il y aurait plus de 190 millions d'enfants à l'échelle mondiale qui souffrent de la carence en vitamine A. Et la vitamine D, elle affecte environ 1 milliard de personnes dans le monde. Même un tiers de la population serait touchée par la carence en vitamine D. Alors, vous avez ici les chiffres de 2000 au Maroc. Quels sont les chiffres plus récents? Vous inquiétez. Alors, en 2000, la carence martiale est touchée environ 31,5% des enfants de 6 mois et 5 ans. Il y avait quand même une anémie par carence martiale. L'iode, 22% des enfants de 6 à 12 ans qui est présenté à droite. Pour la vitamine A, c'est 40,1% des enfants qui présentaient une carence. Et pour la vitamine D, un enfant sur 3 qui souffrait d'une carence en vitamine D. Et puis il y a eu cette enquête relativement récente, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est l'enquête il y a 2019-2000. C'est l'enquête la plus récente sur la nutrition au monde. Alors, qui a essayé justement d'évaluer les habitudes alimentaires, l'état nutritionnel et des enfants de 6 mois à 6 ans. Alors, on s'est intéressé à ce qu'on appelle le score de diversité alimentaire, c'est-à-dire le nombre et les groupes alimentaires que les enfants consomment régulièrement. D'accord? C'est une enquête qui a révélé quand même des déficiences, on va dire, importantes en matière de diversité alimentaire. Et vous avez au total 40,5% des enfants qui consommaient moins de 4 groupes alimentaires. Donc vous voyez un petit peu la prédisposition finalement à une
différences en micronutriments. Il y a des différences entre le milieu rural et le milieu urbain, notamment pour les formes relativement sévères, 43,5% en milieu rural contre 38,5% en milieu urbain. Il y a aussi des différences entre le sexe masculin. Les groupements alimentaires, qu'est-ce que c'est? Alors, les groupes alimentaires, on a dit un petit rappel par la suite, c'est-à-dire les groupes qui ont les graisses, les fruits et légumes, les protéines animales, etc. Et normalement, 7 groupes. La pyramide. C'est la pyramide, mais ça, oui, c'est ça. C'est la pyramide quand on fait les groupes alimentaires. Ouais, les colonnes, les 3 couleurs. Alors, vous avez là, il y a moins 4 groupes alimentaires. Le bleu, c'est entre 4 et 5. Et le bleu clair, c'est plus de 6 groupes alimentaires. Donc, une diversité alimentaire qui est plus importante. Alors, cette enquête, on a vérifié aussi l'état nutritionnel des enfants. Pour se rapprocher justement de cette notion de faim cachée. Et vous le remarquez, la plupart des enfants n'avaient pas vraiment d'insuffisance pondérale ou d'émaciation. Il y a à peine 2,8% des enfants qui souffrent d'émaciation, c'est-à-dire un rapport poids-taille qui diminue. L'émaciation, c'est la malnutrition aiguë, qui est évaluée par le rapport poids-taille. Peu importe la taille, que je fais le poids par rapport à la taille, je fais le poids par rapport à l'âge. D'accord? Et on multiplie par 100. Le poids divisé par le poids idéal pour la taille, on multiplie par 100, et c'est l'indicateur, on va dire, de la malnutrition aiguë. Le retard statural, c'est un indicateur plutôt de malnutrition chronique. La malnutrition, quand elle commence, elle affecte d'abord la masse graisseuse, quand on est mal nourri. Je parle de l'apport énergétique. L'apport énergétique et protéines. Ça affecte la masse graisseuse, progressivement, il affecte la masse musculaire. Quand on touche à la masse musculaire, on va freiner la croissance naturelle. Au début, c'est le poids qui baisse, puis à la longue, c'est la taille qui baisse. Et donc, quand la taille baisse, la stagne, il y a un retard statural, ça veut dire que la malnutrition est plutôt chronique. Bon, l'insuffisance pondérale, c'est le poids par rapport à l'âge. Et nous avons quand même des enfants qui sont en surpoids, là, obèses. L'enquête qui est 2019, 2020. Donc, c'est des enfants, on va le voir, il y a des carences en micronutriments, mais sur le plan apport énergétique, on va dire, ils ont des apports relativement corrects. Il y a à peine 2,8% des enfants qui souffrent d'émaciation, à peine 3% qui souffrent d'insuffisance pondérale, 14% quand même qui souffrent d'un retard de croissance. Vous avez même des enfants obèses. Donc, parmi les enfants obèses de surpoids, il y a aussi des carences en micronutriments. Donc, ça ne devrait pas fausser les idées ou dans un enfant obèse, il a des apports corrects, c'est-à-dire les micronutriments, ce n'est pas toujours vrai. Alors, voilà un petit peu les chiffres pour les différentes vitamines et micronutriments. On a comparé à des enquêtes relativement anciennes. Alors, pour la carence en vitamine A, en 2019, 8,8% de ces enfants de 6 mois à 60 mois à peu près avaient une carence en vitamine A, contre à peu près 29% en 2008 et 40,9% en 1996. Pour la carence en fer, la prévalence de l'anémie chez les enfants âgés de 6 à 59 mois est de 47,5%. Alors en 2019, l'anémie carentielle, l'anémie carentielle était de 34% contre 57% en 2000. Ça veut dire qu'il y a quand même des efforts, des acteurs, on va dire, du domaine qui ont permis de réduire la prévalence des carences en micronutriments. La même chose pour la vitamine D, il y aurait 8% des enfants entre 6 mois et 59 mois qui seraient carencés en vitamine D. Et donc la carence est relativement sévère, menacée. Vous avez quand même plus de 68% des enfants qui ont un taux de vitamine D qui était énorme. La carence en iode, la même chose. On a à peu près chez 20% qui étaient carencés en iode contre 23% en 1993. Donc, la carence en iode, les zones montagneuses, elles posent encore des problèmes. Alors, vous avez effectivement la région d'Yabni, qui serait affectée à plus de 27%
pour ce qui est de la carence en iode. Alors, quelles sont les causes des carences en micronutriments? On a parlé tout à l'heure de l'appauvrissement des sols, des cultures quand même agressives, donc la qualité de la culture en général qui est relativement touchée. Et puis, il y a bien sûr, pour ce qui est de nos enfants, il y a aussi l'occidentalisation, on va dire, il y a l'alimentation. Donc, on s'intéresse beaucoup plus à l'apport énergétique, à l'apport en graisse, et on oublie peut-être tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, qui sont les principales sources, on va dire, des micronutriments. Vous avez des régimes alimentaires qui sont peu variés, avec prédominance des céréales, faible consommation de fruits, légumes et des animaux, accès limité à des aliments riches en micronutriments en raison de la pauvreté des crises économiques. Il y a aussi le problème des maladies infectieuses qui sévissent dans certaines zones, comme la diarrhée qui augmente les pertes en micronutriments et diminue bien sûr l'absorption. Vous avez quand même la conjonction de plusieurs facteurs qui expliqueraient cette carence en micronutriments. Et bien sûr, cette carence en micronutriments a un impact sur la croissance, un impact sur le développement cognitif de l'enfant, avec des déficiences de l'apprentissage et le développement mental. Il impacte aussi l'immunité et augmente la susceptibilité aux infections. Et vous avez donc des complications habituelles de l'anémie, telles que la fatigue, la faiblesse, et même des complications cardiovasculaires. Bon, un rappel rapide sur les les symptômes des différentes carences. Vous reconnaissez un petit peu la carence en fer, vous la suspectez de voir une fatigue, une pâleur, un retard de croissance, une diminution de capacité cognitive et immunitaire. Vous connaissez le mécanisme par lequel le fer va affecter le développement cognitif cérébral des enfants. Alors, le fer, il agit aussi au niveau de la mitochondrie directement, qui est donc le moteur, on va dire, énergétique des cellules cérébrales. Quand il y a une carence en fer, ça va impacter le métabolisme énergétique, la production d'ATP au niveau des cellules aqueuses. Et le fer impacte aussi la myélinisation. Donc, il y a des myélinisations, il y a les interconnexions neuronales, etc. Et donc, quand on a une carence en fer, l'âge précoce, ça réduit les connexions entre les neurones, et donc ça affecte finalement le développement cognitif chez les enfants. Alors, les sources, vous les connaissez, la viande rouge, éthiquement composée au charine chez source, زيادة ديال الفحال ياك جاية شي حاجة؟ Alors, la viande rouge, les légumes à feuilles vertes, les légumineuses, les céréales enrichies. Alors, pour la carence en zinc, les symptômes principaux, c'est le retard de croissance, la perte d'appétit. Alors, la perte d'appétit, c'est très décrit en tout cas la carence en zinc, et la supplémentation en zinc améliore souvent l'appétit des enfants. Alors, on s'acharne sur les stimulants d'appétit, et il suffit parfois de corriger l'apport en zinc pour que l'enfant reprenne un appétit relativement. Bon, ça affecte aussi le système immunitaire. Vous connaissez certainement l'acrodermatite qui serait liée à la carence en zinc. Alors, les sources habituelles du zinc, les viandes, les fruits de mer, les produits laitiers, la noix et les graines. La carence en iode, vous connaissez aussi, vous avez comme symptômes le retard mental, l'hypothyroïdie. Donc, les sources principales de l'iode, c'est le sel iodé, les poissons, fruits de mer, les produits laitiers aussi. La vitamine A, les symptômes de la carence, donc la minéralité aussi, nocturne. La susceptibilité accrue aux infections, la xérophthalmie, les sources principales, le foie, les produits laitiers, les œufs, légumes, oranges et verts foncés. Tout ce qui est coloré normalement, ça vous savez. La carence en vitamine D, alors les formes sévères, c'est le rachitisme, et sinon vous avez la faiblesse musculaire, vous avez aussi les douleurs osseuses chez l'enfant, qui peut être en rapport avec les carences en les principales sources, poissons gras, les produits laitiers enrichis, les œufs. Alors, pour ce qui est des stratégies de prévention de ces carences en micronutriments, vous avez certainement entendu parler
des stratégies de supplémentation, on va dire des enfants directement, vitamine A, vitamine D, dans le cadre du programme national, bien sûr. Il y avait un souci ces derniers temps par rapport à la vitamine D. Chez la voiture, il y avait des fausses routes à la forme qui est proposée par le ministère de la Santé. Et le dosage. Chez le volume. Volume. Le dosage, ouais, mais le volume vient L'ampoule. l'ampoule est fait 5 millilitres, c'est important. Et la solution elle est mineuse, ou parfois le professionnel de santé qui a commandé l'ampoule, ça change chez vous, ça c'est je vous avais des recommandations peut-être par rapport au produit اللي هو تخرج في المارشي. كانت فيها 600 000 unité. 200 000. لا دابا تهضر على الفوليوم وتدير فوسفوت. مي السميه راه كيفات لي واحد باكس فيتامين ولا شي حاجه باكس فيتامين. فيها 600 000 Je suis de la Sparka décédé. لا لا كاين واحد برودوي سميتو باكس باسكو نوزا ديرييرمون لا كاين 200 000. كاين حتى 100 000. بريفي ولكن في l'hôpital 100 000 unités 100 000 دابا جو بونس كاينه لا ديال سوتيما 100 000 unités جو بونس je le vois bien ارجوجين ولا شي حاجه بحال هكا ما بقاش ستيروجين لا ارجوجين ارجوجين ولا شي حاجه فيها 200 لا السميه ديالها فيها باك شي حاجه باكس باكس فيتامين ماشي فيتامين A هذه يمكن. لا لا فيتامين A فيها باكس. لا فيتامين دي دونك راه خرجوا دي ريكومونداسيون باش la prise sous supervision ديال البروفيسيونال toujours 200 000 فيها 200 000 mais le volume fait 5 hein Pax Vita Pax Vita Pax Vita voilà Pax 100 000 unités 100 000 unités donc 100 000 غير le volume fait يمكن شي 5 millilitres شوف le volume ديالها je pense 5 millilitres Pax Vita هي اللي كاينه 5 ml 5 ml donc le volume كثير مع السيلولو les enfants parfois font des fausses Pax Vita donc كانوا des signalisations درنا réunion في المينيستère pour justement faire des recommandations officielles auprès des professionnels de santé باش le produit تاعها le centre de santé ماشي c'est le positionnement de l'enfant au moment de la prise. Donc vous avez aussi la supplémentation en fer acide folique pour les femmes enceintes et bien sûr la promotion de l'allaitement maternel exclusif. Alors on a aussi un programme du ministère pour la diversification alimentaire avec l'introduction des aliments de complément à partir de 6 mois. Quand on va en parler, les recommandations entre l'OMS et les sociétés savantes par rapport à l'âge de la diversification alimentaire. La promotion d'une alimentation variée qui inclut les fruits, légumes, les protéines animales et végétales. Et puis bien sûr l'éducation des parents sur l'importance de la diversité alimentaire. Parce que généralement la carence en vitamines surtout, si vous avez un minimum d'apport, un minimum de diversification alimentaire, il n'y a pas de risque de carence. Si l'enfant prend un peu de tout, il n'y a pas de risque de développer des carences en vitamines. Donc la diversification de la diversité alimentaire est d'éviter les carences en vitamines en particulier. Vous avez aussi le volet éducation nutritionnelle qui est important pour sensibiliser les parents et les soignants, promouvoir les habitudes alimentaires saines, réduire les carences en micronutriments et améliorer la santé globale des enfants. Vous avez ici les recommandations pour ce qui est des stratégies de supplémentation. En tout cas, on va y revenir. Pour le faire, 3 mg par jour pour les enfants de 6 mois à 5 ans. Le zinc, 10 mg par jour pendant 10 à 14 jours, surtout en cas de diarrhée. D'autant plus que les enfants peuvent faire plusieurs épisodes de diarrhée dans l'année. L'iode, avec l'utilisation de sel iodé, normalement, il n'y a pas de souci. Il faut généraliser quand même l'utilisation de sel iodé. La vitamine A, 100 000 pour les enfants de 6 à 11 mois et 200 000 unités pour les enfants de 12 à 59 mois tous les 4 à 6 mois. Et
que vous avez eu, c'est stratégie de fortification alimentaire, en particulier l'huile de table qui a été fortifiée en vitamine A et en vitamine D, ce qui permet de couvrir le tiers des besoins journaliers pour un adulte. La farine industrielle aussi au Maroc qui est enrichie en fer, en vitamine B1, B2, B3, acide folique. Donc vous avez en 2007 25% du volume global cumulé des farines industrielles produites étaient fortifiées. Voilà, ce sont donc des stratégies du ministère de la Santé pour lutter finalement contre cette carence en micronutriments. Et puis en matière d'innovation, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la biofortification. Il s'agit d'utiliser des semences, on va dire, qui sont déjà à la base riches en certains micronutriments. J'avais lu le Mozambique, je pense, grâce à la patate douce. Vitamine A. Ils ont pu lutter contre la carence en vitamines. Ça neuf la culture de semences à la base riche en vitamines. Donc le riz doré enrichi en vitamine A, le maïs est enrichi en zinc. Donc la dose prophylactique de le fer, 3 mg. Oui. Comment ils ont fait le programme pour l'introduire? Bon, là, c'est une recommandation. C'est-à-dire, le programme, je pense qu'on ne demande pas de la. C'est une recommandation pour la supplémentation. Alors, les recommandations pour les Donc voilà un petit peu pour les stratégies, on va dire, de prévention des carences en micronutriments à l'échelle, on va dire, globale, c'est-à-dire des stratégies du ministère de la Santé. Alors, on passe à la deuxième partie du topo pour rappeler certains éléments essentiels, on va dire, en matière de supplémentation et de besoins, on va dire, nutritionnels en micronutriments. Et là, c'est juste pour rappeler certaines terminologies. Quand on parle de nutrition, vous avez une bien nutrition quand vous avez des apports adéquats pour les différentes, pour tous les besoins en micronutriments. Dénutrition, c'est un manque d'apport protéinique ou hypocalorique. Malnutrition, c'est un déficit ou l'excès de certains nutriments avec ou sans retentissement sur la croissance. Vous savez, le surpoids, l'obésité, C'est une malnutrition. est considéré comme une malnutrition, bien sûr. Alors, les micronutriments, ce sont des nutriments sans valeur biologique, ça aussi vous savez, nécessaires au fonctionnement de différents organes et qu'on ne peut pas en général synthétiser, tels que la vitamine D, les minéraux, les oligos. Alors, pour le fer, qui est un micronutriment, on va dire, essentiel à la vie, alors vous avez déficit mental qui est relativement majeur pour le fer. Il y a plus de 2 milliards de personnes carencées, donc 293 millions d'enfants. Vous connaissez le rôle qu'a le fer, réserve l'oxygène via l'hémoglobine et la myoglobine. Il est indispensable à la synthèse de l'ADN et à la production de neurotransmetteurs. Les conséquences de la carence en fer, vous connaissez aussi, l'anémie avec tout le cortège des signes de l'anémie. Vous avez aussi la chute de cheveux, des infections fréquentes, ralentissement du développement intellectuel. L'impact chez l'enfant reste quand même une urgence qui est souvent invisible. C'est-à-dire un enfant qui peut avoir, comme on a dit au tout début, un poids et une taille qui sont relativement normaux, mais c'est un enfant qui va souffrir sur le plan de développement cognitif en particulier. Et il y a des travaux qui montrent que la carence en fer chez le nourrisson peut impacter l'enfant même 20 ans plus tard. Donc on voit le développement initial de l'enfant, il faut faire très attention aux apports en différents micronutriments. Parce qu'effectivement, c'est une période qui est relativement critique de programmation neurologique. Je ne vais pas revenir sur les 1000 premiers jours, tout ce qui se passe au cours des 1000 premiers jours peut impacter la santé future de l'individu. Alors, vous avez ici les conséquences résumées, on va dire, de la carence en fer. Donc, il y a l'altération de la croissance et du développement, et ça peut démarrer dès la vie intra-utérine, chez une femme qui est carencée en fer. Donc, ce qui entraîne des troubles
cognitive, un dysfonctionnement sur le système visuel, vu que le développement neuronal risque d'être altéré. Ça altère le développement cérébral et psychomoteur de l'enfant, des anomalies de développement psychomoteur, des altérations de développement mental, réduction du quotient intellectuel d'environ 9 points. Vous avez l'altération aussi des fonctions immunitaires, des enfants qui sont sujets à des infections relativement sévères, du fait de la diminution de l'activité bactéricide des macrophages et de l'activité de la transformation de plusieurs cytokines. Donc, le fer est très important pour plusieurs métabolismes, pas uniquement pour la fabrication, on va dire, de l'hémoglobine, mais aussi pour tout ce qui est métabolisme immunitaire, développement psychomoteur et croissance en général. Donc les effets négatifs de la carence en fer sont bien connus actuellement sur les performances notamment scolaires des élèves, et ça justifie des mesures effectivement précoces pour éviter tout ce qui est échec scolaire, abandon scolaire, ou faire productivité à l'âge adulte. C'est une carence qui nous suit, qui nous affecte sur plusieurs volets, donc il faut faire très attention à la carence en fer. Donc, au-delà des conséquences cliniques, vous avez cette carence qui peut avoir un impact aussi économique non négligeable dans les pays en développement et des pertes économiques qui sont engendrées par les carences. Quand vous avez une population qui est affiliée entre parenthèses sur le rapport au nutriments, ça va certainement impacter l'économie, on va dire, de nos pays. Vous voyez que pour le faire, le PIB peut être réduit jusqu'à 4% à cause de la carence martiale. Alors maintenant, pour les besoins en fer, bien sûr, ils varient en fonction de l'âge, en fonction aussi de la qualité, on va dire, d'absorption de ce fer. Alors pour les tout petits jusqu'à 6 mois, les besoins quotidiens seraient aux alentours de 0,38 mg par jour. Donc on suppose que le nouveau-né a des réserves qu'il a accumulées pendant le dernier trimestre de la grossesse et qui vont l'accompagner certainement à 6 mois. Alors pour les 7-11 mois, les besoins sont de l'ordre de 11 mg par jour. Il faut savoir que juste 1,1 mg va être absorbé. Ça, c'est la quantité apportée pour avoir 1 mg d'absorbé. Donc sinon, ça c'est le minimum. Et les besoins, bien sûr, seraient multipliés par 2 à 4 chez les enfants à risque durant la première année. C'est-à-dire des enfants mal diversifiés, ou les enfants qui ont eu une prématurité initialement, ou qui ont eu une alimentation lactée qui n'était pas adaptée, etc. Entre 1 et 6 ans, les besoins sont de l'ordre de 7 mg par jour et 11 mg pour les 7-11 ans. Et puis pour l'adolescent, 13 mg pour la fille, 11 mg par jour pour le garçon. Alors il y a la biodisponibilité des fer qui varie en fonction de la source. Ça vous le savez aussi, pour le fer héminique, c'est 30% d'absorbé. Pour le fer végétal, c'est uniquement 5%. Ça aussi, on le connaît, les parents le connaissent aussi. C'est bon pour les besoins. Alors, pour les nourrissons qui sont allaités, le choix, justement, les critères de choix du lieu, pourquoi recommander tel ou tel lait, on se base aussi sur l'apport en micronutriments. Et là, vous avez par exemple pour le fer. Alors, le lait maternel, il est certes relativement pauvre en fer, mais la qualité du fer, elle est meilleure que celle du lait de vache. Vous avez un taux d'absorption qui atteint les 50%. Donc, uniquement 5% pour le lait de vache. Donc, le lait de vache, le fer ou le lait de vache n'est pas bien assimilé par les enfants. Bon, pour les formules infantiles, là, bien sûr, on essaie de corriger les quantités de fer pour qu'ils soient adaptés aux besoins des nourrissons. Donc, vous avez une moyenne de 0,5 à 1,5 mg de fer pour 100 ml pour les laits pour nourrissons. À peu près la même chose pour le lait de suite. Et pour les laits de croissance, on va majorer un petit peu, on majore l'apport en fer, parce que les besoins en fer sont encore accrus chez l'enfant à partir de l'âge de l'adulte. Là, c'est pour rappeler effectivement la place des laits de croissance dans l'alimentation infantile, ne serait-ce que par rapport au fer. Alors, le lait de croissance, en principe, il contient beaucoup plus de fer que le lait de vache, jusqu'à 25 fois.
mieux, on va dire, aux besoins nutritionnels de l'enfant. Et c'est le cas aussi pour les acides gras essentiels et pour la vitamine D. Vous avez jusqu'à 40 fois plus de vitamine D dans le lait de croissance ou dans le lait de vache, on va dire pur. Et c'est des laits qui sont moins riches en calcium, en sodium et en protéines pour s'adapter finalement à la physiologie, on va dire, des bébés. Ils sont un petit peu légèrement plus coûteux, ils sont parfois sucrés ou aromatisés, mais cela n'impacterait pas normalement les préférences, on va dire, gustatives chez l'enfant plus tard. Patrick Tougnon, qui est un adepte, une nouvelle recommandation en matière d'apport de sucre et de sel pour lui. C'est les recommandations qu'on donne aux mamans, une alimentation qui soit moins sucrée ou moins salée. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, tout le monde n'est pas d'accord pour cette attitude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve, on va dire, formelle que ça va impacter les préférences, on va dire, gustatives de l'enfant par la suite, mais ça va affecter la corpulence des enfants par la suite. Ce qui rapporte plus, c'est les caries dentaires avec les selles. Il y a des plus en plus avec ces laits, parce que c'est trop sucré. C'est ça. Trop sucré. Alors, les laits des œufs peuvent continuer aussi à être utilisés en relais de l'écouillage, c'est-à-dire même après l'âge de 1 an. Là, vous avez les recommandations de la Société française de pédiatrie pour consommer au moins 250 litres par jour à partir de 1 an pour couvrir les besoins en fer. Et il est conseillé même de poursuivre le lait de croissance jusqu'à l'âge de 3 à 6 ans. On voit un petit peu de l'apport par rapport au focus apport en fer essentiel. Et là, vous avez effectivement les équivalences pour le fer, on va dire, absorbé, c'est-à-dire pour avoir 0,7 mg de fer absorbé, vous consommerez 360 litres de lait de croissance. Donc 40 litres que de lait de vache. Vous avez là une small 0,7 mg de fer absorbé. 60 g de foie de veau, 90 g de bœuf, 560 g de poisson, 930 g des épinards. Ça, c'est le fer végétal. En absorption, il est relativement médiocre. Alors, les facteurs de risque, il faut aussi les connaître par rapport à la carence martiale. Les hémorragies du père partant, donc ça va affecter éventuellement le nouveau-né, le petit naissant, la prématurité, l'anémie chez la maman, les grossesses bien sûr rapprochées multiples, le retard de croissance intra-utérin, la transfusion maternelle, l'utilisation de l'élevage, l'allaitement maternel prolongé au-delà de 6 mois sans déclassification alimentaire, l'agiophagie bien sûr, et puis les menstruations chez la jeune adolescente. Donc c'est des situations à risque qu'il faut connaître et il faut justement proposer des supplémentations pour couvrir ce risque, on va dire, de carence en fer. Alors vous connaissez aussi la chronologie biologique de la carence en fer. Ça commence par une baisse de la ferritinémie du fer sérique, puis l'augmentation de la transférine, une diminution de la saturation de la transférine, et puis l'augmentation de la protoporphyrine qui va baisser progressivement le volume globulaire moyen. Et puis s'installe l'hypochromie avant que la lignée ne se déclenche. Donc la carence martiale démarre beaucoup plus tôt que lorsque la lignée est déjà installée. J'aime beaucoup l'algorithme. Alors, quand vous avez finalement une suspicion de carence en fer, devant une hypochromie, plus ou moins une mucocytose, une anémie, avec une situation à risque de carence, donc vous allez faire votre enquête alimentaire et vous suspectez une carence d'apport en fer. Là, vous avez déjà des signes d'anémie. Alors, vous suspectez donc la carence martiale. Ce qui est recommandé actuellement, c'est pas demander le fer sérique, le fer sérique lacté, c'est plutôt fer sérique et CRP. D'accord, donc c'est ça. Et ça va permettre justement d'éviter certaines confusions, on va dire, notamment avec une inflammation. Je vais vous expliquer
un petit peu pourquoi l'inflammation a une augmentation de la ferritine, comme ça peut masquer en quelque sorte une carence en fer. Alors, on demande ferritine et CRP. Quand vous avez la ferritine basse, CRP normale, c'est clair, c'est une carence en fer. Dans notre diagnostic. Et quand vous avez la ferritine qui est élevée et la CRP qui est élevée, là, vous êtes plutôt face à une inflammation. Donc, vous avez une ferritine qui est normale avec une CRP élevée, ça peut être une carence martiale associée à l'inflammation. Bien sûr, quand vous avez une ferritine qui est normale avec une microcytose hypochromie, une CRP qui est normale, là on suspecte plutôt une hémoglobinopathique, c'est pas assez, c'est des micro-problèmes qui va redresser finalement le diagnostic. Alors la ferritine, effectivement, il joue un double rôle, c'est-à-dire il reflète d'une part les réserves en fer, et d'autre part, il reflète l'inflammation. Il peut masquer une carence en fer. C'est pourquoi il faut toujours demander ferritine à la CRP. On a un schéma qui permet justement de comprendre pourquoi la ferritine augmente en cas d'inflammation. Alors vous avez effectivement des cytokines pro-inflammatoires, IL6, IL1, IL1, etc., qui augmentent déjà la synthèse hépatique de la ferritine. La ferritine, elle reflète le stockage d'IL de fer. Et vous allez deviner qu'en cas d'infection, les bactéries ou les germes tendent à utiliser bien sûr le fer pour leur croissance. Et là, le système immunitaire, il réagit en favorisant le stockage d'IL de fer, plutôt qu'il circule le sang, les différents sites. Et donc, quand on a une ferritine qui augmente, c'est le témoin du stockage d'IL de fer pour éviter son utilisation par des germes. Je ne sais pas si vous avez saisi. Et tout ça, c'est grâce à des cytokines pro-inflammatoires. Vous avez aussi entendu parler de l'hepcidine. L'hepcidine, c'est une hormone qui va bloquer le canal de la ferroportine qu'on retrouve notamment au niveau des macrophages. Et ça va empêcher le passage d'IL de fer des cellules à l'extérieur des cellules. Donc ça va favoriser finalement le stockage d'IL de fer. Donc, la ferritine augmentée, c'est le témoin d'un stockage plus important d'IL de fer pour éviter finalement son utilisation par les germes. C'est pourquoi la ferritine augmente en cas d'inflammation. Donc, la ferritine qui s'élève non seulement comme reflet des réserves, mais aussi comme marqueur finalement de l'inflammation, indépendamment du statut martial réel. Donc, pour résumer la problématique d'IL de fer, alors le déficit en fer constitue finalement un enjeu de santé publique mondiale, quel que soit le niveau des pays. Alors, à l'âge de 1 an, vous avez les besoins en fer qui sont 8 fois plus élevés que ceux adultes. On a des besoins relativement accrus rapportés au poids de l'enfant chez l'enfant que chez l'adulte. Même une carence modérée, comme on vient de le voir, peut entraîner à long terme un risque d'anémie et altérer le développement, notamment le développement cognitif de l'enfant. Le fer étant mal absorbé, il est nécessaire d'apporter donc finalement des quantités suffisantes. L'allaitement maternel couvre les besoins en fer jusqu'à 4-6 mois et on a vu la qualité du fer maternel comparée aux tâches, sauf chez les nourrissons à risque. Les prématurés, les enfants ayant une hypotrophie présentent bien sûr un risque accru parce que tout simplement les réserves en fer à la naissance sont relativement réduites sous la durée de la grossesse ou le développement de l'enfant était relativement. C'est quoi une qualité en fer? Pardon? La qualité en fer, c'est la biodisponibilité ou le fer il est différent d'un lait à l'autre? Le fer, c'est le fer. Non, mais l'absorption d'IL, alors je m'explique par rapport au fer et l'ardinal, le fer qui est le lait de vache. Le lait de vache, il y a beaucoup de caséine, par exemple. Et la caséine, elle capte avec le fer, elle empêche son absorption. À la différence. C'est sa disponibilité. Sa disponibilité. Mais le fer, c'est le même. Les autres composants autour, au moins qui peuvent bloquer finalement l'assimilation et l'utilisation d'IL. Alors le fer, il est suffisamment présent, voire en excès dans les préparations infantiles, parce qu'on n'a pas la même qualité, on va dire, il y a des composants de lait maternel, et les apports en fer ne sont pas garantis, bien sûr, ni par le lait de vache, ni par le lait maternel au-delà de 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à 6 mois, le lait maternel reste suffisant, ça on le sait. Mais à partir de 6 mois,
les nutriments du lait maternel ne suffisent pas, il va falloir justement diversifier ses enfants. Et les apports ne sont pas aussi garantis quand il n'y a pas de diversification, ni par la diversification alimentaire seule jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Donc il va falloir garder aussi un apport en lait, accompagnant la diversification alimentaire pour finalement répondre aux besoins en fer. Donc un enfant allaité au-delà de 4-6 mois devrait recevoir un complément en fer nutrimental. Alors en France en particulier, on recommande une supplémentation systématique des enfants à partir de 6 mois. Et on craint que la diversification ne soit pas top et risque de ne pas assurer finalement les besoins nutritionnels en fer. Et des recommandations qu'il y ait des supplémentations même systématiques des enfants. Je ne sais pas si vous le faites aussi ou non. On fait attention à la diversification alimentaire, mais pas de supplémentation systématique. Alors, nous justement un produit qui est très utilisé en France, le ferrostrate. Qui est très recommandé. C'est apparemment le bon fer, en fait, le fer qui est bien assimilé. Très ancien. C'est ça. Alors le lait de croissance il est indispensable, il est à poursuivre jusqu'à un apport de 150 grammes jusqu'à ce qu'un apport de 150 grammes de produits carnés soit assuré, donc notamment un enfant de 4-6 ans. C'est-à-dire que le lait de croissance peut justement compenser ou assurer les besoins en fer tant que l'enfant ne consomme pas assez de viande. Les anciens prématurés et autochtones doivent recevoir un complément fer médicamenteux. Le lait ne suffit pas, ça aussi on le sait. Ça va pour le faire? On passe à la vitamine D. Pardon, juste par rapport à la CRP, on le demande maintenant dans un contexte infectieux inflammatoire ou systématiquement? Généralement, on pratique. Voilà. Quand il n'y a pas un contexte d'inflammation, mais attention, les enfants dénutris peuvent ne pas avoir de la fièvre, ils peuvent ne pas produire de la chaleur. Donc, c'est-à-dire on va acheter les conditions plus ou moins, c'est-à-dire avec une hypochromie, une leucocytose, des signes d'anémie, cas où il a une enquête alimentaire qui fait suspecter une carence d'apport via des aliments riches en fer, quand on le fait à la base, on demande aussi la CRP avec. C'est-à-dire ferritine à la base, mais avec ça, la CRP pour ne pas passer à côté d'un problème inflammatoire. Pardon, dans le même cas, il y a une certaine valeur de CRP à partir de laquelle on considère comme Ça me référence non pitch exactement, c'est-à-dire je dirais 15-20 enfants. Je me rappelle d'un enfant que j'avais vu en consultation il y a quelques années, qui a été laissé par mes collègues là. C'est un enfant qui avait fait le tour aussi des LPDA pour un problème d'anémie carencique. On a pas voulu le faire, vous avez voulu faire un état, ça baisse. Et chaque fois un interniste adulte, il m'a demandé une sérologie de la maladie cœliaque, خرجت négative, طلب له quand même une fibrobiopsie, une atrophie partielle, داروا سو régime sans gluten, انا شفتو هادشي 8 mois ou plus de régime sans gluten et malgré ça ferritine les chaussettes. On n'avait jamais demandé un marqueur de l'inflammation. Bon, c'est un enfant qui n'avait ni diarrhée, il n'avait pas vraiment les signes de la maladie cœliaque. Il avait par contre des petites douleurs abdominales récurrentes et donc la CRP n'était pas très élevée. Mais par contre, j'ai demandé la calprotectine fécale, qui est un marqueur d'inflammation intestinale, j'ai mis 1000 écus. Donc on n'était pas de la maladie cœliaque ou l'inflammation, on était l'inflammation. Donc cet enfant, consommation éventuellement de fer aussi d'inflammation. Donc c'est un enfant qui avait quand même la colonoscopie normale, il n'était pas vraiment sur une maladie et c'est un enfant qui avait en plus des douleurs particulières. Alors, je l'ai confié finalement à mon collègue, c'était justement une SPA.
ce qu'on est là. On a un cadre protectif qui était élevé, donc il prédisait en quelque sorte le risque de développer peut-être une colite inflammatoire type maladie de Crohn. Mais fibroprotovaste, ما كان فيه والو comme شحال لاج ديالو؟ il avait versé chez 8 ans ولا لا. Voilà, quel un retentissement sur son état nutritionnel. Et l'inflammation, كما شكرنا فيها les collègues هذا تبقى psychologique sans gluten parce que comme une atrophie relativement partielle, mais c'était finalement un rhumatisme chronique qui était là. Et le tube digestif, donc, vous avez qu'un cheveu de temps en temps, ça passe un petit peu la calprotectique et le sous-traitement anti-inflammatoire sans problème de rhumatisme. Et c'est un enfant qui risque de développer par la suite une colite inflammatoire. Donc, bilan inflammatoire, je dirais pas uniquement la CRP, mais quand je trouve un problème digestif, on a demandé aussi la calprotectine. Oui, il a des soucis, il peut être utilisé. C'est ça, pour dire que vous avez parlé de diversification unique. Il n'y a pas beaucoup de lait à partir d'un certain âge. Il n'y a pas beaucoup. Donc, si on garde l'allaitement maternel après 6 mois, alors là, on n'a que la diversification seule aussi. Le lait. Est-ce que c'est parce que le lait est facile à administrer si c'est vraiment il est bien diversifié avec tous les apports en viande et tout ça, donc suffisamment donc le faire. Mais ça dit ça veut bien être. Non, il y a entre le tout est relatif. Mais ça, c'est des constats. C'est-à-dire les enfants lesquels ont juste diversifié, où la quantité de lait a été rabaissée, ils risquent de développer des carences en fer. Quand j'ai le lait tâche, soit le lait maternel, soit les laits adaptés, mais qui en principe, c'est 10 fois plus de fer dans les laits infantiles que dans le lait de vache pur. Donc le lait, c'est une source quand même, on va dire, simple et qui permet la simplicité ou pas, voilà, la facilité de... Quand vous le dites, la diversification, quand vous avez un minimum de 500 ou 100 millilitres de lait. Ça, c'est une recommandation. Il faut diversifier, pas des apports lactés, des environs. Donc finalement, donc le lait, il est enrichi en plus. C'est l'enrichissement en fer au lait. C'est ça. Il faut toujours... Le lait qui vous lait, il est accepté généralement par l'enfant. Exactement. Les aliments après, sa quantité ne peut pas être suffisante pour... Donc, vitamine D, sujet cher à la Japon. عندك فيتامين D. probiotique. Entre autres. Ça, c'est la nouvelle. Alors, la vitamine D, ce n'est pas uniquement donc, le métabolisme phosphocalcique, c'est bien au-delà de ce métabolisme. Donc, vous avez un impact sur plusieurs, on va dire, métabolismes autres que celui du calcium et du phosphore. Ça impacte l'humeur, et donc vous avez un lien avec la dépression. Les gens déprimés peuvent aussi avoir une carence en vitamine D, pardon. Ça impacte l'immunité, la supplémentation en vitamine D est recommandée chez les enfants pour renforcer leur immunité, pour réguler aussi leur immunité. Quand on parle d'immunité, là c'est plutôt de l'auto-immunité, c'est-à-dire de la dysimmunité. Et le fait d'apporter la vitamine D, ça permet aussi d'éduquer en quelque sorte le système immunitaire. Rôle possible aussi dans la prévention des cancers, dans au niveau cutané, tout ce qui est de la peau et des cheveux, au niveau cardiovasculaire, ça impacte certainement le risque cardiovasculaire. Rôle aussi dans la fertilité, la douleur, l'inflammation, dans la performance physique pour les sportifs. Pour les fonctions cognitives, on a démontré un lien avec l'Alzheimer, l'autisme, la sclérose en plaques, et puis un impact aussi qui est de mieux en mieux identifier le microbiote intestinal et sur les maladies métaboliques telles que le diabète, l'obésité. Là, vous avez un petit peu les différents organes avec
l'importance des récepteurs de la vitamine D selon un petit peu les tissus. Donc finalement, tous les tissus qui ont des récepteurs de la vitamine D, donc c'est-à-dire qu'ils interfèrent aussi avec la vitamine D. Le déficit il est fréquent, très courant d'ailleurs dès la petite enfance par exemple, comme chez 75% des adultes. Alors il n'y a pas vraiment de seuil universel du taux, on va dire, de la vitamine D. Alors, on propose 75 à 150 nanomètres comme intervalle, comme fourchette des valeurs normales. Vous connaissez probablement l'équivalence, unité c'est microgramme, et 75 nanomètres c'est l'équivalent de 30 nanomètres par millilitre. Les apports recommandés au quotidien, c'est à peu près 10 à 20 microgrammes par jour, soit donc l'équivalent de 400 à 800 unités. Alors on ne fait pas de dosage systématique de vitamine D, on va dire en routine, en supplément, par contre systématiquement, notamment les premiers mois, on va dire, de vie, et nous avons relativement des cycles. Et quand on a un contexte évocateur d'une carence en vitamine D, là bien sûr, il faut faire un dosage de la vitamine D de 25 OH2 en particulier. Alors les principales causes de la carence en vitamine D, ça aussi vous connaissez, il y a le manque d'exposition au soleil, l'utilisation des écrans, etc. Il y a la peau foncée, avec une synthèse cutanée dans ce cas qui serait relativement moins efficace. Une alimentation bien sûr qui est pauvre en vitamine D, l'absence de supplémentation, surtout chez l'enfant. Alors vous avez aussi l'obésité qui est un facteur de risque pour la carence en vitamine D. Tout simplement parce que la vitamine D peut être piégée dans le tissu graisseux et l'enfant connaisse. Et puis vous avez en fonction de l'origine ethnique, vous avez des ethnies qui sont relativement plus carencées ou plus à risque d'être carencées en vitamine D. Il y a toujours cette histoire liée à la qualité de récepteur de la vitamine D. Il n'y a pas de normes, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux valeurs normales. On ne peut pas généraliser les mêmes valeurs normales pour toutes les populations du monde, parce que justement, il y a une histoire liée à la qualité du récepteur en vitamine D qui est différente peut-être individuellement. Je peux avoir une petite quantité de la vitamine D et ça va être efficace, parce que j'ai un récepteur qui est très actif. Je peux avoir un taux circulant de vitamine D qui est relativement élevé et j'ai des signes de carence en vitamine D. Vous connaissez aussi le gradient nord-sud, il y a l'intolérance au lactose et le lien à la vitamine D. L'intolérance au lactose par rapport à la pigmentation et l'ensoleillement. Il y a le Chine du Nord, il y a le Nord, on va dire, il y a le Sud, le Nord qui est loin de soleil. Donc on doit consommer un peu plus de produits différents de la vitamine D, etc. Mais vers le Sud, il y a le soleil, on va dire, donc on peut fabriquer par voie endogène de la vitamine D. Et donc vers le sud, on a fait le lien à l'intolérance au lactose. La race noire, il y a plus d'intolérance au lactose que la race blanche. La nature, il est bien faite, c'est-à-dire les gens du Nord ont besoin de produits laitiers pour leur apport en vitamine D, donc ils font moins de problèmes à la lactose. Mais les gens du Sud ont beaucoup de soleil et ils font plus de problèmes à de lactose. On en a parlé des enfants, mais en tout cas, vers subhanallah, comme on dit, c'est-à-dire il y a un lien aussi entre le type d'alimentation qui serait source, il y a certains micronutriments, et les autres voies, on va dire, pour acquérir ou pour synthétiser certains nutriments, notamment pour la vitamine. Donc, intolérance au lactose, qui est un gradient nord-sud. Donc, moins de problèmes le nord, plus de problèmes le sud. Mais l'ensoleillement, il y a plus d'ensoleillement vers le sud que vers le nord. Donc les gens vers le sud, ils fabriquent plus de vitamine D, ils ont moins besoin de sources exogènes de la vitamine D. Mais certainement, il y a beaucoup d'autres facteurs qui interviennent. Alors là, vous avez les nouvelles recommandations il y a 2022 des sociétés françaises et
faut supplémenter en vitamine D tous les enfants de 0 à 18 ans avec de la vitamine D médicament, la vitamine D complément. On va en tout cas évoluer, pas de complément alimentaire. Supplémenter de préférence au quotidien, c'est possible à tous les âges. Comme ça, vous garantissez un apport tous les jours de la vitamine D, plutôt que les doses de chaque. Ça, c'est les recommandations à Madame Rajab. Non, pas du tout. D'accord. Alors, éviter les méga doses, il ne faut pas dépasser les 100 000 quand même. Limiter par dose. Alors, le dosage finalement de la 25 OHD n'est pas recommandé en population pédiatrique générale, mais c'est signe d'hypercalcémie, forte dose pathogène. Là, bien sûr, on va doser la 25 OHD. Alors, il ne faut pas aussi oublier la supplémentation en calcium s'il n'y a pas d'apport laitier. Si vous n'avez pas de source alimentaire, on va dire qu'il y a le sinon, vitamine D, peut se dire pour le métabolisme de son calcium. Alors, là, vous avez les doses de 0 à 2 ans avec ou sans facteur de risque, vitamine D2 ou D3, 400 à 800 unités par jour. La D2 est moins efficace. Vous connaissez la différence entre la D2 et la D3? C'est à l'origine végétale, donc l'origine animale, et la D3 qui est l'origine animale, elle est plus assimilée, elle est mieux assimilée que la vitamine D3. Alors, de 2 à 18 ans, vitamine D2, D3, 400-800 unités par jour. On va aller parfois à 1600. À défaut, on peut donner une dose de charge tous les trimestres, donc 50 000 unités les 6 semaines à peu près. À défaut, toujours vitamine D3, 80 000 à 100 000 unités entrée-sortie, à l'entrée et à la sortie via l'hiver, donc à peu près tous les 3 mois. On fait attention justement aux périodes où il y a moins d'ensoleillement, donc on peut supplémenter l'entrée de l'hiver. Alors vous avez donc les facteurs de risque de carence en vitamine D, on en a parlé, l'obésité, l'absence d'exposition solaire, le défaut d'apport alimentaire, notamment chez les végans, poisson gras, huile de foie de morue, jaune d'œuf. Quand on dit régime vegan, c'est peut-être des régimes qui évitent les aliments. Donc vous avez des sources de vitamine D qui sont absentes chez en cas de régime vegan. Alors les situations à risque où il faut surveiller de près la vitamine D, donc avec un suivi biologique et des situations où on aurait peut-être plus besoin de vitamine D. Alors notamment en cas de trouble de l'absorption chez les cœliaques, celle de pénicilline, en cas de cholestase. Il y a normalement des protocoles de supplémentation pour ces différentes pathologies. En cas de perte rénale, notamment pour le syndrome néphrotique, l'insuffisance rénale, c'est un risque de carence en vitamine D chez les insuffisants rénaux et les problèmes osseux en rapport avec l'insuffisance rénale. Le trouble psychiatrique aussi, c'est la carence en vitamine D peut être présente et donc le conseil supplémenté. Les maladies chroniques, inflammatoires, auto-immunes, en cas de traitement prolongé, bien sûr, certains médicaments tels que les corticoïdes, les anti-épileptiques, c'est l'histoire des gardénales. Les enfants qui convulsent alors qu'ils sont en train de prendre des gardénales à cause justement de l'hypocalcémie et de la carence en vitamine D. Alors les ostéopathies secondaires, fragilité osseuse, rachitisme et dans certaines pathologies cutanées sévères qui limitent finalement l'exposition au soleil. Donc là aussi, il faut penser à supplémenter en vitamine D. Alors attention aux compléments alimentaires non soumis aux standards ou au contrôle pharmaceutique. On n'est pas très exigeant vis-à-vis des compléments alimentaires, ça vous le savez. Donc vous avez des compléments alimentaires qui prétendent justement apporter des quantités suffisantes en certains micronutriments. Il faut
faut se méfier. Il ne faut pas trop y compter pour les sujets qui sont déjà difficiles à avancer. Alors, non-respect de la réglementation, 80% sur 11 produits qui étaient étudiés selon le message d'alerte de la 611. Et parfois, même un surdosage avec risque de toxicité. Donc, les chiffres qu'ils affichent, des fois, le prospectus ne correspond pas toujours à la vraie teneur, on va dire, en nutriments. لا vous êtes sûr. ياك مدام رجاء؟ ياك؟ Alors, vitamine D8 et savoir penser aussi au calcium. Donc, c'est dans un pays qui a la vitamine D, on va pas régler le problème bien on va dire la minéralisation osseuse. Alors, l'enfant, c'est un squelette en croissance. Et il y a une balance calcique qui doit être positive, souhaiter la l'ostéogenèse ou l'ostéolyse, donc la balance doit être positive pour espérer assurer finalement une accrétion osseuse assez correcte. Alors, le taux moyen quotidien d'accrétion de la puberté, c'est à peu près 350 mg chez le garçon, 249 la période pubertale. Les besoins en calcium, ils varient généralement en fonction de l'âge. Donc là, les apports calciques quotidiens, l'adolescence, c'est à peu près 1 gramme, 1150 mg par jour. On avait fait une enquête il y a longtemps qui a fait l'objet d'une thèse de médecine Faybat. On a essayé d'évaluer l'apport calcique des enfants scolarisés et on avait ciblé les enfants entre 8 et 15 ans. À l'âge de la période, tout simplement, c'est une période d'accrétion osseuse assez importante. On calcule la croissance osseuse, bien sûr, sous l'action des hormones sexuelles. Et la minéralisation osseuse devrait suivre. Donc, la minéralisation, elle dépend bien des apports calciques. Et donc, il y a des enfants des écoles publiques, niveau socio-économique, on a comparé à des enfants dans des écoles privées, niveau socio-économique, moyen à élevé. Alors, on a été, je ne dirais pas surpris, mais ce qu'on avait constaté, c'est que les apports classiques avec des enfants ne répondaient pas aux normes, que ce soit des enfants du secteur public ou des enfants du secteur privé. Comme quoi, ce n'est pas une question de niveau socio-économique, c'est une question d'information nutritionnelle. Les parents affichent les recommandations, affichent les règles pour assurer finalement les besoins en nutrition. Et j'ai eu l'occasion de faire un mémoire sur le métabolisme osseux pour un diplôme de nutrition et rencontres ensemble. Et j'ai appris ça beaucoup de choses. Bon, le sujet, c'était plutôt le retentissement de la remise au régime normal chez les enfants cœliaques à la noce. Quand il n'y a pas encore de l'hésitation, il faut garder le régime sans gluten ou là, si l'enfant au sein de la croissance optimale, est-ce qu'on ne peut pas justement tenter de réintroduire le gluten. Chaque fois, le volet, le retentissement sur l'os. Donc, chaque fois, l'effet de la remise au régime normal sur le métabolisme osseux. Il y a des catastrophes. Même si l'enfant, ce régime sans gluten, il a grossi, il a grandi, il y a des problèmes liés à la malabsorption, etc. Mais au hakim de la croissance des lots, quand on les a remis au régime normal, les paramètres les rendent voilà, par rapport à l'absorption de la vitamine D, l'éducation, etc. Et il y avait justement cette ostéogenèse ou cette accrétion osseuse, ou cette minéralisation osseuse que vous connaissez certainement, qui démarre normalement dès la vie intra-utérine. Il se poursuit à la naissance, et vous avez le maximum normalement d'accrétion osseuse qui a lieu de la période pubertaire. C'est là qu'il calcule le maximum de calcium et de phosphore, et puis comme selon l'âge à peu près il y a 18-20 ans entre filles et garçons, puis il y a la minéralisation osseuse. On atteint ce qu'on appelle le pic de masse osseuse. Donc les enfants qui ont eu un parcours, on va dire, de minéralisation osseuse correcte, ou selon l'âge de 20 ans avec un pic
اسمه bone peak mass, le pic de masse osseuse. Un pic de masse osseuse, c'est-à-dire une densité minérale osseuse qui est correcte. Les chirurgiens d'ostéoporose à 40 ans, peut-être il a 50 ans. Mais les enfants de Oslo, l'âge de 20 ans à peu près, avec minéralisation relativement médiocre, parce qu'on n'a pas fait attention à l'apport calcifié, l'apport vitamine D, etc. Certainement, des fractures, des problèmes d'ostéopénie, d'ostéoporose précocement, c'est-à-dire à un âge relativement jeune. Donc c'est un volet auquel on ne fait pas très attention, et vous le savez certainement, la supplémentation en vitalité est conseillée aussi chez les adolescents. Chez les nourrissants, les premiers mois de vie, et la période de la puberté, vous avez les os qui augmentent en longueur, qui est le ciment, qui donne beaucoup de fractures les enfants la période de l'adolescence. Une petite chute avec un trait de fracture. Donc il faut penser à les supplémenter systématiquement en vitalité pour profiter de la période de croissance rapide et favoriser la création des minéraux et donc la consolidation. Là, pour que finalement le pic de masse osseuse est au sein le plus correct possible. Donc il faut faire finalement très attention aux apports calciques. Donc finalement c'est aussi une histoire d'information. Les parents ont aussi avoir l'information. Et pour atteindre les 1 gramme à peu près de calcium par jour, c'est-à-dire la moyenne de l'enfant, de l'adolescent, il suffit de prendre 3 produits lactés par jour. C'était la recommandation d'ailleurs avec la thèse qu'on a faite. Voilà, et chaque repas il prend un produit laitier. Ce qui n'est pas le lait, les produits laitiers, bon, je ne fais pas de la promotion pour les laits en général, sur lequel l'histoire aussi de complotisme, c'est les Européens qui font des recommandations parce qu'ils produisent beaucoup de lait pour qu'ils exportent le monde, etc. Donc, ça de la théorie des complotismes. Mais c'est vrai que le calcium cake, d'autres sources, notamment certains fruits, les oranges, etc., sont riches en calcium, mais qui n'est pas quand même. Le lait et les produits dérivés et le lait, le calcium il est facile à assimiler, etc. Donc si on consomme un produit laitier par repas, les 3 principaux repas de la journée, on va nous sauver facilement 1 gramme par jour via le calcium. Avec les enfants qu'on avait enquêtés pour des écoles privées publiques, je disais 500-600 mg par jour. Donc on était pratiquement à 50% des apports recommandés, qu'il s'agisse d'enfants scolarisés au secteur public ou le secteur privé. Donc l'enquête alimentaire, les échanges autour de l'alimentation et la nutrition, ça fait partie aussi, ça devrait faire partie des échanges avec un avec le patient pour des consultations. Alors ici vous avez les équivalences de calcium, on va dire, absorbé par rapport à son origine. Quand comparez-vous le lait. C'est-à-dire le lait reste la source principale du calcium. Alors il a dit par exemple 110 grammes des épinards, les épinards ont du calcium. 150 mg de calcium ingéré. Mais il y a uniquement 7 mg de calcium absorbé. Il a dit 150 mg de calcium du lait. Alors, 150 mg de calcium va être absorbé. Donc, je touche là le calcium apporté. Je touche le calcium absorbé. Comme le fer. Hein? Le fer. Voilà, le fer, effectivement. Donc, il ne faut pas dire que l'aliment est riche en calcium. Le taux d'absorption du calcium avec la. Pour l'absorption des fers, c'est-à-dire, bon, peut-être le fer est de le taux d'absorption. Les absorbeurs, je vais refaire, il faut un taux le taux. peut-être ما كنشوفوش le fer végétal ou le fer animal. Le fer animal, هو اللي عنده le taux d'absorption le plus, c'est 30% تقريبا. الآخر يلا شي 5%. Donc, il faut en tenir compte par rapport aux besoins finalement en différents micronutriments. Voilà donc voilà, apport recommandé de l'âge de 1 à 18 ans pour couvrir les besoins de calcium. Consommer 3 à 4% de produits laitiers par jour. Les enfants à 10 ans, 100 mg, c'est un bol de lait, c'est 30 grammes de poudre. Vous avez aussi les équivalences si vous voulez. Mais vous pouvez retenir un produit laitier
par repas. كانت توصل تقريبا لا moyenne ديال 1 غرام ديال الكالسيوم par jour. Alors le diagnostic d'une carence finalement en calcium nécessite une évaluation des apports calciques alimentaires, des radios parfois déployées des genoux comme on doute sur une défaut de minéralisation, la mesure de détoplasmatique de phosphatase alcaline, pH, calcémie, phosphate et calcium. Voilà, donc le rachitisme carentiel qui existe toujours, il y a des nouvelles recommandations relativement plus simples. La vitamine D est un médicament à manier comme tel, ni trop peu, ni trop, on va dire. On ne fait pas de dosage systématique de 25 OHD en population générale. Surpoids, obésité, il faut doubler ou rapprocher les doses de vitamine D. La vitamine D est noyée en tout cas dans la graisse d'un enfant obèse. Voilà, il faut aussi assurer des apports calciques suffisants et une activité physique régulière pour une bonne minéralisation des sources. Captez-vous l'ostéocytométrie parfois des enfants? Exceptionnel. Exceptionnel. C'est vrai, les rhumatomes, les vertébrats, bon, il y a une dernière partie. Pardon, monsieur, ما كاينش برودوي كوميرسياليزي ولا سوبليمونطاسيون اون كالسيوم المغرب ما كاينش انا داك الكالسيوم صافي Non, pas calcium. كاين اوستيوكير لا اسوسي مع الفيتامين دي لا كاين واحد الكالسيوم effervescent. كوميرسياليزي اون فرونس ولكن Ça une petite revue Inch'Allah prochainement. Donc là je contacte les pharmaciens. Je suis un produit يكون الفارماسيين اللي كنتعامل معاه ils sont plus à jour peut-être. Voilà, donc le rachitisme existe toujours, il y a de nouvelles recommandations, la vitamine D c'est un médicament. Et donc pour prévenir la déminéralisation, il faut aussi assurer des apports calciques suffisants et l'activité physique régulière. Donc une dernière partie sur la diversification alimentaire. Oui. Non, non. non. جيتي Avec plaisir. C'est-à-dire comment finalement répondre à des besoins nutritionnels déjà chez le nourrisson. Parce que là, le nourrisson, c'est la période critique en quelque sorte pour le développement cognitif, pour le développement, pour la minéralisation silencieuse, pour tous les métabolismes, en lien aussi avec la ligne. Alors la diversification est donc une étape qui est importante. Alors, pour l'OMS, c'est à partir de 6 mois. Le souci de l'OMS, c'est le souci plus nutritionnel. C'est-à-dire les pays qui sont en voie de développement ou sous-développés ou relativement pauvres, d'habitude, on a la diversification en 6 mois, ils vont abandonner l'allaitement maternel et on ouvre la porte à toutes les carences éventuelles parce que la diversification va se faire à base d'aliments peut-être non importants. Mais pour les sociétés, on va dire, savantes, les véganes en particulier, les recommandations c'est plutôt 4 mois révolus, 6 mois, parce que le souci, c'est pas uniquement nutritionnel, il y a des soucis aussi, il y a le développement, il y a l'énergie, etc. Voilà, et donc le fait, si on retarde l'introduction des aliments solubles 26 mois, c'est-à-dire 26 semaines après, on risque de développer des allergies particulières. Alors, c'est une diversifié bien sûr avant l'âge de 17 semaines, donc les 4 mois. La fenêtre d'opportunité, c'est 6 mois. C'est 4 mois par avec le fin il y a le 6e. Donc les recommandations finalement pour les adapter en fonction du contexte, en fonction des géographies, etc. Nous serons 4 mois révolus. أنا تنقسم على 5 mois. 4 mois révolus c'est proche sec. كنقولوا غادي نذوقوا les différents groupes alimentaires. Le but ماشي هو l'apport nutritionnel, مازال كنعولوا على le lait maternel en général. C'est-à-dire en fait il devrait expliquer son système immunitaire alors elle a les différentes protéines, les différentes. Alors le lait maternel
maternelle reste quand même la base d'alimentation de l'enfant jusqu'à l'âge de 2 ans. La diversification, donc c'est une phase de transition. L'enfant doit continuer quand même à consommer du lait, qui est là à partir de 6 mois. La quantité du lait doit être entre 500 et 800 ml. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées depuis tout à l'heure. Alors, sinon, au moins 3 repas lactés par jour. À côté, il y a les repas à base d'aliments solides. Et après 12 mois, on reste au minimum sur 500 ml de lait par jour, et donc au moins 2 repas par jour. Alors, je vois un petit peu les apports caloriques en fonction de l'aliment. C'est-à-dire à partir de 6 mois, il y a un gap qu'il va falloir combler sur les besoins qu'ils ont. Et pour assurer avec les besoins, il faut absolument apporter des aliments de complément, c'est-à-dire des aliments solides. Il ne faut pas compter uniquement sur le lait maternel. Et ça, c'est valable aussi pour les nutriments, que ce soit le fer ou les autres nutriments. À partir de 6 mois, le lait devient insuffisant pour assurer les besoins nutritionnels. On va introduire tous les aliments dès 6 mois, y compris les allergènes majeurs. C'est 6 mois, mais quand vous profitez de la fenêtre d'opportunité, donc les 4 mois évoluent 6 mois, notamment l'œuf, le poisson, les fruits exotiques et même la cacahuète, même chez les enfants qui sont atopiques ou là, ils ont un terrain, qui ont déjà développé une allergie au lait de vache. D'accord? On les diversifie comme les enfants qui ne sont pas allergiques. Alors, quand aussi toute une discussion, elle a le gluten, moi je le fait de l'introduire avec la fenêtre d'opportunité, les 4 mois et les 6 mois, parce que ça permet de prévenir la maladie cœliaque chez les enfants, bien sûr, prédisposés. Et là, les études de molécules récentes n'ont pas montré vraiment de bénéfices par rapport à la prévention de la maladie cœliaque. Mais par contre, par rapport à la prévention de l'allergie au blé, on peut avoir un bénéfice. Donc d'ailleurs pour les autres aliments et pour les autres allergènes. Je ne sais pas si je suis fait comprendre. Les mécanismes sont différents, ça vous le savez. Le gluten, c'est pas la maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune. L'allergie, c'est un mécanisme de la IgE ou de la non-IgE, en tout cas, c'est différent par rapport à la maladie auto-immune. Donc, d'abord, les recommandations tendance à proposer le gluten entre 6 mois et 12 mois. C'est un peu large comme fenêtre. Et prévenir la maladie cœliaque, c'est pas évident chez les enfants qui sont bien sûr prédisposés à développer la maladie. Donc, il y a une donne un peu particulière en cas de risque élevé d'allergie à l'arachide. L'introduction peut être faite entre 6 et 11 mois après évaluation par un professionnel, on va dire, qualifié. C'est-à-dire qu'il a déjà des antécédents d'allergie à l'arachide de la famille. Est-ce qu'elle a la discussion, si je dois tester avant l'arachide, ou là, d'emblée, je vais faire une réintroduction, ce qu'on appelle le test de provocation. Donc là, les recommandations vont dans le sens peut-être tester quand il y a des allergies dans la famille. Même quand j'ai l'allergie à l'arachide, quand l'arachide, elle a des enfants, ils n'ont pas l'allergie. Vous connaissez l'histoire de l'âge, on n'a pas beaucoup d'allergies à l'arachide. Dans l'arachide, il tue peut-être un enfant chaque heure l'Occident. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui meurent par l'anaphylaxie à l'arachide. Les États-Unis, l'Europe, les OGM. Exceptionnel. Et justement, c'est une affaire qui a l'âge d'introduction de la cacao. Les recommandations européennes nord-américaines, il y a quelques années, l'arachide n'était introduite qu'après l'âge de 3 ans. Les enfants avant l'âge de 3 ans. Généralement, تاكلوا مو بعدا mais c'est très très chose. تاكلوا لا ماما d'abord. Oui, passe.
mais qu'elle a un travail qui était bien structuré, qui a comparé les enfants juifs. Parce qu'elle a aussi l'allergie, elle a une base génétique, c'est-à-dire qu'il y a un support génétique pour les allergies, avec les facteurs de l'environnement. Donc un travail qui va comparer la prévalence de l'allergie à l'arachide avec les juifs qui vivent ou qui sont nés en Angleterre, qui suivent les recommandations européennes, mais les enfants juifs qui sont nés des territoires occupés. C'est ça. Voilà. Donc les juifs ont presque les mêmes habitudes des archives d'Israël, les habitudes bien marocaines. C'est-à-dire ils introduisent précocement la cacao. Donc la prévalence, bien sûr, que l'Europe est très élevée chez eux. Donc, maintenant, on s'est rendu compte que peut-être l'âge d'introduction des aliments pourrait influencer le cours immunologique, on va dire, notamment pour les allergies. La même chose pour le jaune d'œuf, l'histoire des jaunes blancs d'œuf, il y a longtemps les mamans. غير الجون داك خلي البلان داك 3 شهور تما كتكتبها 3 شهور ولا عام دابا نو ريكومونداسيون يقولوا لا ماما تخلف اونتي داك لا فenêtre d'opportunité. Et avec ça, on pourrait justement prévenir l'allergie parce que le système immunitaire relativement naïf, il peut accepter facilement les nouvelles protéines qu'on va introduire. Il va être en contact. L'allergie est prévenue par le contact avec l'allergène, pas par l'édiction de l'allergène. Donc il y a aussi ce qu'on appelle l'induction tolérance, avec tout certainement des conférences. Même des enfants qui vont nous sonner maternelle exclusive, qui ne développent pas d'allergie pour les vaches, on lui introduire des petites quantités de chie à visée nutritive, mais juste pour édifier le système immunitaire, pour qu'il reconnaisse les protéines. Donc on voit finalement le fait d'introduire précocement, ça permet peut-être d'éviter les allergies. Pour la conduite, là aussi vous connaissez l'essentiel, augmenter progressivement la quantité, la consistance, la variété des aliments et la fréquence des repas, préserver un environnement calme et faire preuve de patience, essayer tous les aliments même peu appréciés et les reproposer, ça c'est très important pour éviter les néophobies alimentaires. Problème aussi des enfants, lorsqu'ils ont tel aliment, parce qu'ils ont refusé peut-être 6 mois ou 7 mois, peu de chances qu'ils acceptent avec l'aliment à l'âge de l'aliment. Vous avez des néophobies alimentaires qui peuvent se développer. Donc il faut toujours tenter, retenter, quand l'enfant refuse un aliment. Le lait de vache entier ou la demi-écrémée doit être évité car il ne couvre pas les besoins nutritionnels de l'enfant, en acides gras essentiels, en fer, en zinc et en vitamines. Et ça peut même, on a décrit même des petits saignements, des enfants qui prennent le lait de vache et donc des déperditions le fer du tube digestif. C'est-à-dire que ça peut causer de l'inflammation et donc une exsudation cellulaire vient le fer au niveau digestif. Donc le lait de vache n'est pas du tout adapté. Et ça peut même occasionner donc des carences, on va dire, en fer. Alors vous avez aussi le risque de déshydratation, l'excès de protéines et de minéraux dans le lait de vache. Je parle de lait de vache pur, bien sûr, je lait de vache adapté, les formules infantile. Donc il y a le risque de déshydratation quand on force un petit peu le système rénal. Les causes, c'est essentiellement la forte concentration de protéines, de sodium, potassium et en phosphore. Et puis qu'il y a le risque aussi ultérieur de développer l'obésité chez les enfants qui prennent du lait de vache Et l'explication serait effectivement une vitesse de croissance cellulaire, on va dire, plus élevée pendant la petite enfance chez les enfants qui reçoivent du lait de vache. Donc beaucoup d'inconvénients, on va dire, avec le lait de vache. Alors, quelques points aussi à signaler. L'intérêt d'ajouter de la matière grasse à tous les repas, plutôt de l'huile végétale. Introduire les produits sucrés à l'âge le plus tardé possible, de manière limitée, mais ça c'est relativement discuté.
dès le début de la diversification, penser aux besoins en DHA, en fer, en vitamine D, en iode, qui doivent être couverts par les légumes, la viande. Donc, si on diversifie énormément l'alimentation, on a peu de chances, on a peu de risques de développer des carences Alors, il faut par contre éviter le lait cru, les fromages ou le lait cru avant l'âge de 5 ans. La même chose, pas de viande, poisson ou coquillage cru ou peu cuit, les œufs crus ou de préparation à base de fruits, les mousses au chocolat, les mayonnaise, etc. avant l'âge de 3 ans. Et pas de miel avant l'âge de 1 an. Alors, quelques enjeux de la diversification alimentaire en dehors de l'aspect, on va dire, nutritionnel. Vous avez les approches communautaires de sensibilisation des familles sur les pratiques de sevrage néfastes, agir sur l'influence de l'entourage et la poursuite de l'allaitement maternel les familles qui ça va entraver l'alimentation de l'enfant. Donc, il faut trouver finalement le bon équilibre. Lutte contre les tabous, les interdits qui ciblent les sources de protéines de haute valeur énergétique, telles que le poisson, la viande, l'œuf, les appels que je trouve des familles. Donc, seul l'enfant, non. Voilà, vous n'avez pas les fruits, les viandes. Et puis, lutter contre la tendance naturelle à préparer des aliments beaucoup sucrés pour l'alimentation de l'enfant. Donc, pour conclure, on avait un petit peu l'importance des micronutriments à tous les plans, l'impact de ces des carences. On a vu les solutions qui sont à notre disposition, que ce soit à l'échelle macro ou la micro, c'est-à-dire ce que fait le ministère et ce que peut faire les professionnels de santé. Et donc, il y a un appel à l'action, la nécessité de politique intégrée, durable, pour lutter contre la faim cachée et l'intérêt, bien sûr, tout particulièrement de la prévention. Merci beaucoup pour votre attention et je suis disponible pour des questions, des échanges, des commentaires aussi. C'était tellement clair que les questions Clair. C'est ça. La géophagie, quelquefois, il y a même les enfants qui. Surtout les papiers ou ça fait la même. Tout ce qui peut entraver l'absorption. Et qu'il y ait un point, nous, la région, parce que quand même, c'est la région à l'arrière-pays, donc à la campagne, tout ça. الناس يشربوا الماء البير اللي فيه بزاف تراب باسكو انا شفت الكونستاتاسيون ديال اون غران مير ديما تندير داك لافيغيتين ديك ما عمرها ما طلع ولكن اشاك فوا تنسولها تنقول لها واش انت تاكل التراب انا قلبت كل شيء هي واحد النهار رجعت عندها بخي 3 موا مزيان قلت لها كي درتي قالت لي حاجه واحده وليت نشري الماء Donc, avec vous savez, comme ils pensaient faire la région, là, pourquoi je mets le bien. Les riches ont fait le travail. Je te chauffe la région. Donc, intéresse. Ok, donc, c'est dépendant de la qualité des enfants, il y a tout des comportements.